Chapitre 5 par lecture Bonsoir. Sim avait disparu. Un matin, il avait été absent de son travail. Quelques personnes sans cervelle commentèrent son absence. Le jour suivant, personne ne mentionna son nom. Le troisième jour, Winston se rendit au vestibule du commissariat aux archives pour regarder le tableau des informations. L'une des notices contenait une liste imprimée des membres du comité des échecs dont Sim avait fait partie. Cette liste paraissait à peu près semblable à ce qu'elle était auparavant. Rien n'avait été raturé. Mais elle avait un nom en moins. C'était suffisant. Sim avait cessé d'exister, il n'avait jamais existé. Le temps chauffait dur. Dans le labyrinthe du ministère, les pièces sans fenêtres, dont l'air était conditionné, gardaient leur température normale. Mais à l'extérieur, les pavés brûlaient les pieds, et la puanteur du métro aux heures d'affluence était horrible. Les préparatifs pour la semaine de la haine battaient leur plein, et le personnel de tous les ministères faisait des heures supplémentaires. Processions, réunions, parades militaires, conférences, exhibitions d'effigies, spectacles de cinéma, programmes de télécran, tout devait être organisé. Des tribunes devaient être dressées, des effigies modelées, des slogans inventés, des chansons écrites, des rumeurs mises en circulation, des photographies maquillées. On avait enlevé à la section de Julia, dans le commissariat aux romans, la production des romans. Ce département sortait maintenant à une cadence précipitée, une série d'atroces pamphlets. Winston, en plus de son travail habituel, passait de longues heures chaque jour à parcourir d'anciennes collections du Times et à changer et embellir des paragraphes concernant les nouvelles qui devaient être commentées dans les discours. Tard dans la nuit, alors qu'une foule de prolétaires bruyants errait par les rues, la ville avait un curieux air de fébrilité. Les bombes fusées s'abattaient avec fracas plus souvent que jamais. Parfois, dans le lointain, il y avait d'énormes explosions que personne ne pouvait expliquer et à propos desquelles circulaient de folles rumeurs. Le nouvel air qui devait être la chanson thème de la semaine de la haine, on l'appelait la chanson de la haine, avait déjà été composé et on le donnait sans arrêt au télécran. Il avait un rythme d'aboiement sauvage qu'on ne pouvait exactement appeler de la musique, mais qui ressemblait au battement d'un tambour. Quand, chanté par des centaines de voix, il scandait le bruit des pas, il était terrifiant. Les prolétaires s'en étaient entichés et au milieu de la nuit, ils rivalisaient dans les rues avec l'air encore populaire « Ce n'est qu'un rêve sans espoir ». Les enfants de Parsons le jouaient de façon insupportable à toutes les heures du jour et de la nuit, sur un peigne et un bout de papier hygiénique. Les soirées de Winston étaient plus occupées que jamais. Des escouades de volontaires organisées par Parsons préparaient la rue pour la semaine de la haine. Elles cousaient des bannières, peignaient des affiches, érigeaient des hampes de drapeaux sur les toits, risquaient leur vie pour lancer des fils par-dessus la rue et accrocher des banderoles. Parsons se vantait que seul le bloc de la Victoire déplorait 400 mètres de pavoisement. La chaleur et les travaux manuels lui avaient même fourni un prétexte pour revenir dans la soirée aux shorts et aux chemises ouvertes. Il était partout à la fois à pousser, tirer, scier, clouer, improviser, à réjouir tout le monde par ses exhortations familières, et à répandre par tous les plis de son corps un stock qui semblait inépuisable de sueur acide. Les murs de Londres avaient soudain été couverts d'une nouvelle affiche. Elle ne portait pas de légende et représentait simplement la monstrueuse silhouette de 3 ou 4 mètres de haut d'un soldat eurasien au visage mongol, impassible, aux bottes énormes qui avançait à grands pas, avec, sur la hanche, une mitrailleuse pointée en avant. Sous quelque angle qu'on regarde à l'affiche, la gueule de la mitrailleuse semblait pointer droit sur vous. Ces affiches
avaient été collés sur tous les espaces vides des murs et leur nombre dépassait même celle qui représentait Big Brother. Les prolétaires, habituellement indifférents à la guerre, étaient excités et poussés à l'un de leurs périodiques délires patriotiques. Comme pour s'harmoniser avec l'humeur générale, les bombes fusées avaient tué un nombre de gens plus grand que d'habitude. L'une d'elles tomba sur un cinéma bondé de Stepney et ensevelit sous les décombres plusieurs centaines de victimes. Toute la population du voisinage sortit pour les funérailles. Elle forma un long cortège qui dura des heures et fut, en fait, une manifestation d'indignation. Une autre bombe tomba dans un terrain abandonné qui servait de terrain de jeu. Plusieurs douzaines d'enfants furent atteints et mis en pièces. Il y eut d'autres manifestations de colère. On brûla l'effigie de Goldstein. Des centaines d'exemplaires de l'affiche du soldat eurasien furent arrachés et ajoutés aux flammes, et un grand nombre de magasins furent pillés dans le tumulte. Puis le bruit courut que des espions dirigeaient les bombes par ondes et ont mis le feu à la maison d'un vieux couple suspect d'être d'origine étrangère. Il périt étouffé. Dans la pièce qui se trouvait au-dessus du magasin de M. Charrington, Winston et Julia, quand ils pouvaient s'y rendre, se couchaient côte à côte sur le lit sans couverture, nus, sous la fenêtre ouverte, pour avoir frais. Le rat n'était jamais revenu, mais les punaises s'étaient hideusement multipliées avec la chaleur. Cela ne semblait pas avoir d'importance. Sale ou propre, la chambre était un paradis. Quand ils arrivaient, Winston et Julia saupoudraient tout de poivre acheté au marché noir, enlevaient leurs vêtements, faisaient l'amour avec leur corps en sueur, puis s'endormaient. À leur réveil, ils découvraient que les punaises étaient revenues en masse pour une contre-attaque. Pendant le mois de juin, ils se rencontrèrent 4, 5, 6, 7 fois. Winston avait perdu l'habitude de boire du gin à n'importe quelle heure. Et il semblait n'en avoir plus besoin. Il avait grossi, son ulcère variceux s'était cicatrisé, ne laissant qu'une tache brune au-dessus du cou de pied. Ses quintes de tout matinal s'étaient arrêtées. Le cours de la vie avait cessé d'être intolérable. Il n'était plus tenté de faire des grimaces au télécran ou de proférer des jurons à tue-tête. Maintenant qu'ils possédaient tous deux un endroit secret et sûr, il ne leur paraissait même pas pénible de ne pouvoir se rencontrer que rarement et pour 2 heures chaque fois. L'important était que cette chambre au-dessus du magasin d'antiquités existât. Savoir qu'elle était là, inviolée, c'était presque s'y trouver. La chambre était un monde, une poche du passé où auraient pu marcher des animaux dont la race était éteinte. Winston pensait que M. Charrington faisait partie, lui aussi, de la race disparue. Avant de monter, il s'arrêtait d'habitude quelques minutes pour causer avec lui. Le vieillard semblait ne sortir que rarement, ou même jamais, et d'autre part n'avoir presque aucun client. Il menait une existence de fantôme entre le minuscule magasin et une arrière-cuisine encore plus minuscule, où il préparait ses repas. Cette cuisine contenait, entre autres choses, un gramophone incroyablement ancien, muni d'un énorme pavillon. M. Charrington paraissait heureux d'avoir une occasion de parler. Tandis qu'il errait d'un objet à l'autre de son stock sans valeur, le nez long, les lunettes épaisses, les épaules courbées, vêtu d'une veste de velours, il avait toujours vaguement l'air d'être plutôt un collectionneur qu'un commerçant. Il palpait, avec une sorte d'enthousiasme désuet, un fragment ou un autre objet sans valeur. Le bouchon d'un flacon d'encre de Chine, le couvercle peint d'une tabatière cassée, un médaillon en simili contenant une mèche des cheveux d'un bébé mort depuis longtemps. Il ne demandait jamais à Winston d'acheter. Il se contentait de solliciter son admiration. Causer avec lui était comme écouter le son d'une boîte à musique usée. Il avait ramené des profondeurs de sa mémoire quelques autres fragments de chansons oubliées. Il y en avait une qui parlait de 24 merles. Dans une autre, il était question d'une vache à la corne brisée. Une autre encore racontait la mort du jeune coq, Robin. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser, disait-il avec un petit rire d'excuse chaque fois qu'il produisait un nouveau fragment. Mais il ne se rappelait jamais que quelques vers de chaque chanson. Winston et Julia savaient tous deux, dans une certaine mesure, ce
n'était jamais absent de leurs esprits, que le cours actuel des choses ne pouvait durer longtemps. Il y avait des moments où l'idée d'une mort imminente était aussi palpable que le lit sur lequel ils se couchaient et ils s'accrochaient l'un à l'autre avec une sorte de sensualité désespérée, comme les damnés qui, 5 minutes avant que sonne la pendule, saisissent leur dernière bouchée de plaisir. Mais il y avait aussi des moments où ils avaient l'illusion non seulement de la sécurité, mais de la permanence. Tant qu'ils se trouvaient dans la chambre, ils avaient tous deux l'impression qu'aucun mal ne pourrait leur advenir. Y arriver était difficile et dangereux, mais la chambre elle-même était un sanctuaire inviolable. C'était comme lorsque Winston avait regardé l'intérieur du presse-papier. Il avait eu l'impression qu'il pourrait pénétrer dans le monde de verre, et qu'une fois là, la marche du temps pourrait être arrêtée. Il se laissait aller à des rêves d'évasion. Leur chance durerait indéfiniment et leur intrigue continuerait exactement semblable pendant tout le reste de leur vie naturelle. Catherine mourait et, par des manœuvres habiles, ils réussissaient à se marier. Ou ils se suicidaient ensemble, ou ils disparaissaient, modifiaient leur apparence pour ne pas être reconnus, apprenant à parler avec l'accent des prolétaires, obtenaient du travail dans une usine et passaient leur vie dans une rue écartée où on ne les découvrait pas. Tout cela n'avait pas de sens. Ils le savaient tous deux. En réalité, il n'y avait aucun moyen d'évasion. Ils n'avaient même pas l'intention de réaliser le seul plan qui fût praticable, le suicide. S'accrocher jour à jour, semaine après semaine, pour prolonger un présent qui n'avait pas de futur, était un instinct qu'on ne pouvait vaincre, comme on ne peut empêcher les poumons d'aspirer l'air tant qu'il y a de l'air à respirer. Parfois aussi, il parlait de s'engager dans une rébellion active contre le parti, mais il ne savait pas du tout comment commencer. Même si la fabuleuse fraternité était une réalité, il restait encore la difficulté de trouver le moyen d'en faire partie. Winston fit part à Julia de l'étrange intimité qui existait, ou semblait exister, entre O'Brien et lui, et de la tentation qui le prenait parfois de se mettre simplement en présence d'O'Brien, de lui annoncer qu'il était l'ennemi du parti et de lui demander son aide. Assez étrangement, l'impossibilité et la témérité de cet acte ne la frappèrent pas. Elle était habituée à juger des gens par leur visage, et il lui semblait naturel que Winston pût croire en la loyauté d'O'Brien sur la seule foi d'un éclair des yeux. De plus, elle considérait comme admis que tout le monde, ou presque tout le monde, haïssait en secret le parti et violerait les règles s'il était possible de le faire sans danger. Mais elle refusait de croire qu'une opposition vaste et organisée existât ou pût exister. Les histoires sur Goldstein et son armée clandestine, disait-elle, n'étaient qu'un tas de balivernes que le parti avait inventés pour des fins personnelles et qu'on devait faire semblant de croire. Elle avait un nombre incalculable de fois, lors des rassemblements du parti et au cours de manifestations spontanées, demandé en criant à tue-tête, pour des crimes supposés auxquels elle n'ajoutait pas la moindre créance, l'exécution de gens dont elle n'avait jamais entendu les noms. Quand il y avait des procès publics, elle tenait sa place dans les détachements de la Ligue de la jeunesse qui entouraient les tribunaux du matin au soir et chantaient à intervalles réguliers « Mort aux traîtres ». Pendant les 2 minutes de la haine, les insultes qu'elle proférait contre Goldstein dominaient toujours celles des autres. Elle n'avait pourtant qu'une idée très vague de Goldstein et des doctrines qu'il était censé représenter. Elle avait grandi après la Révolution et était trop jeune pour se rappeler les batailles idéologiques de 1950 à 1969. Une chose telle qu'un mouvement politique indépendant dépassait le pouvoir de son imagination. Et en tout cas, le parti était invincible. Il existerait toujours et serait toujours le même. On ne pouvait se révolter contre lui que par une désobéissance secrète ou, au plus, par des actes isolés de violence, comme de tuer quelqu'un ou de lui lancer quelque chose à la tête. Elle était par certains côtés beaucoup plus fine que Winston et beaucoup moins perméable à la propagande du parti.
Il arriva une fois à Winston de parler, à propos d'autre chose de la guerre contre l'Eurasia. Elle le surprit en disant avec désinvolture qu'à son avis, il n'y avait pas de guerre. Les bombes fusées qui tombaient chaque jour sur Londres étaient probablement lancées par le gouvernement de l'Océania lui-même, juste pour maintenir les gens dans la peur. C'était une idée qui, littéralement, n'était jamais venue à Winston. Julia éveilla encore en lui une sorte d'envie lorsqu'elle lui dit que pendant les 2 minutes de la haine, le plus difficile pour elle était de se retenir d'éclater de rire. Mais elle ne mettait en question les enseignements du parti que lorsqu'il touchait, de quelque façon, à sa propre vie. Elle était souvent prête à accepter le mythe officiel, simplement parce que la différence entre la vérité et le mensonge ne lui semblait pas importante. Elle croyait par exemple, l'ayant appris à l'école, que le parti avait inventé les aéroplanes. Winston se souvenait qu'à l'époque où il était, lui, à l'école, vers 1958-59, c'était seulement l'hélicoptère que le parti prétendait avoir inventé. Une douzaine d'années plus tard, pendant les années de classe de Julia, il prétendait déjà avoir inventé l'aéroplane. Dans une génération, il s'attribuerait l'invention des machines à vapeur. Et quand il lui dit que les aéroplanes existaient avant qu'il fût né, longtemps avant la Révolution, elle trouva le fait sans intérêt aucun. Après tout, quelle importance cela avait-il que ce fût celui-ci ou celui-là qui ait inventé les aéroplanes? Ce fut plutôt un choc pour Winston de découvrir, à propos d'une remarque faite par hasard, qu'elle ne se souvenait pas que l'Océania, il y avait 4 ans, était en guerre contre l'Estasia et en paix avec l'Eurasia. Il est vrai qu'elle considérait toute la guerre comme une comédie, mais elle n'avait apparemment même pas remarqué que le nom de l'ennemi avait changé. « Oh, je croyais que nous avions toujours été en guerre contre l'Eurasia, dit-elle vaguement. Winston en fut un peu effrayé. L'invention des aéroplanes était de beaucoup antérieure à sa naissance, mais le nouvel aiguillage donné à la guerre datait de 4 ans seulement, bien après qu'elle eût grandi. Il discuta à ce sujet avec elle pendant peut-être un quart d'heure. À la fin, il réussit à l'obliger à creuser sa mémoire jusqu'à ce qu'elle se souvînt confusément qu'à une époque, c'était l'Estasia et non l'Eurasia qui était l'ennemi. Mais la conclusion lui parut encore sans importance. « Qui s'en soucie ?» dit-elle avec impatience. « C'est toujours une sale guerre après une autre, et on sait que de toute façon les nouvelles sont toujours fausses. » Il lui parlait parfois du commissariat aux archives et des impudentes falsifications qui s'y perpétraient. De telles pratiques ne semblaient pas l'horrifier. Elle ne sentait pas l'abîme s'ouvrir sous ses pieds à la pensée que des mensonges devenaient des vérités. Il lui raconta l'histoire de Jones, Aronson et Rutherford, et de l'important fragment de papier qu'il avait une fois tenu entre ses doigts. Elle n'en fut pas très impressionnée. Elle ne saisit pas tout de suite d'ailleurs le nœud de l'histoire. Était-ce tes amis? Étaient-ce tes amis? Demanda-t-elle. Non, je ne les ai jamais connus. C'étaient des membres du parti intérieur. En outre, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils appartenaient à l'ancienne époque, d'avant la Révolution. Je les connaissais tout juste de vue. Alors, qu'avait-il là pour te tracasser? Il y a toujours eu des gens tués, n'est-ce pas? Il essaya de lui faire comprendre. C'était un cas exceptionnel. Il ne s'agissait pas seulement du meurtre d'un individu. Te rends-tu compte que le passé a été aboli jusqu'à hier? S'il survit quelque part, c'est dans quelque objet auquel n'est attaché aucun mot, comme ce bloc de verre sur la table. Déjà, nous ne savons littéralement presque rien de la Révolution et des années qui la précédèrent. Tous les documents ont été détruits ou falsifiés, tous les livres réécrits, tous les tableaux repeints, toutes les statues, les rues, les édifices ont changé de nom, toutes les dates ont été modifiées, et le processus continue tous les jours, à chaque minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison. Je sais naturellement que le passé est falsifié, mais il me serait impossible de le prouver, alors même que j'ai personnellement procédé à la falsification. La chose faite, aucune preuve ne subsiste.
La seule preuve est à l'intérieur de mon cerveau et je n'ai aucune certitude qu'un autre être humain quelconque partage mes souvenirs. De toute ma vie, il ne m'est pas arrivé une seule fois de tenir la preuve réelle et concrète, des années après. Et à quoi cela t'avançait-il? À rien, parce que quelques minutes plus tard, j'ai jeté le papier. Mais aujourd'hui, si le cas se reproduisait, je garderais le papier. Eh bien, pas moi, répondit Julia. Je suis prête à courir des risques, mais pour quelque chose qui en vaut la peine, pas pour des bouts de vieux journaux. Qu'en aurais-tu fait même si tu l'avais gardé? Pas grand-chose peut-être, mais c'était une preuve. Elle aurait pu implanter quelques doutes, ça et là, si j'avais osé le montrer. Je ne pense pas que nous puissions changer quoi que ce soit pendant notre existence, mais on peut imaginer que de petits nœuds de résistance puissent jaillir ça et là, de petits groupes de gens qui se ligueraient et dont le nombre augmenterait peu à peu. Ils pourraient même laisser après eux quelques documents pour que la génération suivante reprenne leur action au point où ils l'auraient laissé. La prochaine génération ne m'intéresse pas, chérie. Ce qui m'intéresse, c'est nous. De la taille aux orteils, tu n'es qu'une rebelle, chérie. Elle trouva la phrase très spirituelle et, ravie, jeta ses bras autour de lui. Elle ne prêtait pas le moindre intérêt aux ramifications de la doctrine du parti. Quand il se mettait à parler des principes de Langsock, de la double pensée, de la mutabilité du passé, de la négation, de la réalité objective et qu'il employait des mots novlangues, elle était ennuyée, confuse et disait qu'elle n'avait jamais fait attention à ces choses. On savait que tout cela n'était que baliverne, alors pourquoi s'en préoccuper? Elle savait à quel moment applaudir, à quel moment pousser des huées, et c'est tout ce qu'il était nécessaire de savoir. Quand il persistait à parler sur de tels sujets, elle avait la déconcertante habitude de s'endormir. Elle était de ces gens qui peuvent s'endormir à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle position. En causant avec elle, Winston se rendit compte à quel point il était facile de présenter l'apparence de l'orthodoxie sans avoir la moindre notion de ce que signifiait l'orthodoxie. Dans un sens, c'est sur les gens incapables de la comprendre que la vision du monde qu'avait le parti s'imposait avec le plus de succès. On pouvait leur faire accepter les violations les plus flagrantes de la réalité parce qu'ils ne saisissaient jamais entièrement l'énormité de ce qui leur était demandé et n'étaient pas suffisamment intéressés par les événements publics pour remarquer ce qui se passait. Par manque de compréhension, ils restaient sains. Ils avalaient simplement tout, et ce qu'ils avalaient ne leur faisait aucun mal, car cela ne laissait en eux aucun résidu, exactement comme un grain de blé qui passe dans le corps d'un oiseau sans être digéré. Chapitre 6. C'était enfin arrivé. Le message attendu était venu. Il semblait à Winston qu'il avait toute sa vie attendu ce moment. Il longeait le couloir du ministère et il était presque à l'endroit où Julia lui avait glissé le mot dans la main, quand il s'aperçut que quelqu'un plus corpulent que lui marchait juste derrière lui. La personne qu'il n'identifiait pas encore fit entendre une petite toux, prélude évident de ce qu'elle allait dire. Winston s'arrêta brusquement et se retourna. C'était O'Brien. Ils étaient enfin face à face, et il semblait à Winston que son seul désir était de s'enfuir. Son cœur battait à se rompre. Il aurait été incapable de parler. O'Brien, cependant, continuait à marcher du même pas, sa main un moment posée sur le bras de Winston d'un geste amical, de sorte que tous deux marchèrent côte à côte. Il se mit à parler avec la courtoisie grave et particulière qui le différenciait de la plupart des membres du parti intérieur. J'attendais une occasion de vous parler, dit-il. J'ai lu l'autre jour un de vos articles novlangues dans le Times. Vous vous intéressez en érudit au novlangue, je crois. Winston avait recouvré une partie de son sang-froid. Érudit Érudit oh, à peine, dit-il. Je ne suis qu'un amateur. Ce n'est pas ma partie. Je n'ai jamais rien eu à faire avec l'actuelle construction du langage. Mais vous écrivez très élégamment, dit O'Brien. Je ne suis pas le seul à le penser. Je parlais récemment à un de vos amis qui est un expert.
son nom m'échappe pour le moment. Le cœur de Winston battit de nouveau douloureusement. Il était inconcevable que cette phrase ne se rapportât point à Sim. Mais Sim n'était pas seulement mort, il était aboli, il était un non-être. Toute évidente référence à lui était mortellement dangereuse. La remarque d'O'Brien devenait certainement être comprise comme un signal, un mot de code. En partageant avec Winston un petit crime par la pensée, il avait fait de tous deux des complices. Ils avaient continué à marcher lentement dans le corridor, mais O'Brien s'arrêta. Avec cette curieuse, désarmante amitié qu'il s'arrangeait pour mettre dans son geste, il équilibra ses lunettes sur son nez. Puis il poursuivit. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que dans votre article, vous avez employé 2 mots qui sont périmés, mais ils ne le sont que depuis peu. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire Novlangue ? Non, répondit Winston. Je ne pensais pas qu'elle eût déjà paru, hein ? Nous nous servons encore au département des archives de la 9e édition. La 10e édition ne paraîtra pas avant quelques mois, je crois, mais quelques exemplaires ont déjà été mis en circulation. J'en ai moi-même un. Peut-être vous intéresserait-il de le voir ? Très certainement, répondit Winston, qui comprit immédiatement à quoi tendait O'Brien. Quelques-unes des nouvelles trouvailles sont très ingénieuses. La réduction du nombre de verbes, c'est cette partie qui vous plaira, je pense. Voyons, vous l'enverrai-je par un messager ? Mais j'oublie invariablement, je crois, toutes les choses de ce genre. Peut-être pourriez-vous passer à mon appartement ? Quand cela vous conviendra. Attendez, laissez-moi vous donner mon adresse. Ils étaient debout devant un télécran. D'un geste désinvolte, O'Brien fouillait ses poches et en sortit un petit carnet couvert de cuir et un crayon à encre en or. Immédiatement sous le télécran, dans une posture telle que n'importe qui, à l'autre bout de l'instrument, pouvait lire ce qu'il écrivait, il griffonna une adresse, déchira la page et l'attendit à Winston. « Je suis d'habitude chez moi dans la soirée, dit-il. Si je n'y étais pas, mon domestique vous remettrait le dictionnaire. » Il partit, laissant Winston avec le bout du papier entre les mains. Il n'était pas besoin cette fois de le cacher. Néanmoins, Winston étudia soigneusement ce qui y était écrit et quelques heures plus tard le jeta avec un tas d'autres papiers dans le trou de mémoire. Il ne s'était parlé que pendant 2 minutes au plus. L'épisode ne pouvait avoir qu'une signification. Il n'avait été machiné que pour faire connaître à Winston l'adresse de Brian. C'était nécessaire car il n'était jamais possible, si on ne lui demandait directement, de découvrir où vivait quelqu'un. Il n'y avait en cette matière de fil d'Ariane d'aucune sorte. Si jamais vous vouliez me voir, c'est là que vous me trouveriez. Voilà ce que lui avait dit O'Brien. Peut-être même y aurait-il un message caché quelque part dans le dictionnaire, mais en tout cas, une chose était certaine, la conspiration dont il avait rêvé existait et il en avait atteint la pointe extérieure. Il savait que tôt ou tard, il obéirait aux ordres d'O'Brien. Peut-être serait-ce le lendemain, peut-être serait-ce après un long délai, il l'ignorait. Ce qui arrivait n'était que le résultat d'un processus qui avait commencé depuis des années. Le premier pas avait été une pensée secrète, involontaire. Le deuxième était l'ouverture de son journal. Il avait passé des pensées aux mots, et il passait maintenant des mots aux actes. Le dernier pas serait quelque chose qui aurait lieu au ministère de l'Amour. Il l'avait accepté. La fin était impliquée dans le commencement. Mais c'était effrayant. Plus exactement, c'était comme un avant-goût de la mort. C'était comme d'être un peu moins vivant. Même pendant qu'il parlait à O'Brien, alors que le sens des mots le pénétrait, il avait été secoué d'un frisson glacial. Il avait la sensation de marcher dans l'humidité d'une tombe, et qu'il ait toujours su que la tombe était là, et qu'elle l'attendait n'améliorait rien.